Voilà. Donc, toujours dans les réseaux de neurones, nous allons étudier maintenant particulièrement une partie très importante. Dans les réseaux de neurones, il s'agit de l'algorithme de backpropagation. Et pourquoi elle est importante? Parce que ça concerne plus les réseaux profonds, dont l'objectif principal est de, normalement, faire repropager l'erreur vers la couche d'entrée. Parce que je fais l'apprentissage. Et l'apprentissage, normalement, se fait par le biais des entrées. Donc, comment optimiser mon modèle, que je vais faire un bon apprentissage à partir des entrées, mais une fois ces entrées-là vont aller vers l'avant, c'est-à-dire c'est un forward pass, je vais décider, je vais avoir une sortie. Cette sortie n'est pas forcément la sortie que j'attends. C'est-à-dire, il y a une erreur. L'erreur se trouve dans la couche de sortie. Cette erreur-là, je dois la retransmettre en traversant toutes les couches, à partir de la couche de sortie vers la couche d'entrée. Ce phénomène-là, on l'appelle propagation de l'erreur. Et ça va se faire selon les étapes suivantes. Déjà, donc notre objectif, ça bouge pas, oui, oui. Donc notre objectif vers la fin, c'est être capable de suivre un ensemble d'étapes pour comprendre comment la mise à jour se fait, parce que l'objectif c'est quoi? C'est de mettre à jour, d'accord. Donc neural network, comment c'est fixé un bon modèle. Et c'est quoi le bon modèle? Le bon modèle égale les bons poids. Pour avoir les bons poids, il faut un process. Je vais initialiser mes poids de manière aléatoire et je vais les optimiser en suivant un process d'optimisation. Donc la question qui se pose, c'est comment optimiser ces poids qui sont les W et les bases. Donc c'est ça notre objectif. Nous allons montrer dans plusieurs étapes, bien sûr ça c'est la phase finale. D'accord, mais nous allons la découvrir par après. Et l'optimisation, normalement, se fait par le biais d'optimiser l'erreur, ou bien minimiser l'erreur. D'accord? Minimiser l'erreur. Pour minimiser l'erreur, je dois faire quoi? Changer les poids. D'accord? Vous ne voyez pas le problème? Je dois sortir les mots de présentation. Voilà. Donc, un réseau de neurones, c'est fixé un bon. Vous voyez rien? C'était ce problème depuis tout à l'heure. Je ne vais pas ouvrir bloc-notes. Oui. Donc, oui. Donc, la finalité, l'objectif principal, c'est de minimiser et d'optimiser les poids de notre réseau de neurones. Comment fixer les meilleurs poids? C'est dans le processus d'apprentissage. L'exemple, d'accord, acte de X qui est en fonction des entrées va vous amener vers une sortie. La sortie, ce n'est pas forcément ce qui est attendu. Donc, il y a des erreurs. L'objectif, c'est de minimiser l'erreur. L'erreur ne peut être minimisée qu'après d'un certain nombre de règles à suivre pour choisir les bons poids. D'accord? C'est-à-dire, je vais mettre à jour les poids
finalement, je peux dire un W par exemple, ancien, je vais le mettre à jour dans chaque itération d'apprentissage. Égal à ancien W plus quelque chose. D'accord? Plus D par exemple. Ou bien plus G, le gradient, fois le learning rate. C'est-à-dire, je vais mettre à jour les poids jusqu'à trouver les bons modèles, ou bien le bon modèle qui optimise notre réseau de neurones. Donc, c'est ça la finalité. L'optimisation, par exemple ici, dans ce cas que nous allons voir, nous avons X1 et X2. Nous allons avoir deux entrées. Ce sont ici les valeurs d'ailleurs. Et les poids, je suppose que je vais les initialiser de manière aléatoire. Ça, c'est le W1, ça, c'est le W2 et ça, c'est le base. Je vais appliquer une fonction de sommation ici et je vais appliquer une fonction segmode sur cette fonction-là et je vais avoir une prédiction. Cette prédiction, selon ces poids, ne va pas avoir le bon résultat certainement. Elle va avoir un autre résultat. Mais moi, j'attends le résultat 0,03 parce que je sais que, parce que c'est un exemple d'apprentissage, je sais que si j'ai 0,1 dans X1 et 0,3 dans X2, donc je dois avoir la sortie 0,03. Autre valeur que 0,03 en sortie, pour moi, c'est pas la bonne prédiction. Pas la bonne prédiction, donc il y a une erreur. Donc, tant que l'erreur est différente de 0, c'est-à-dire je suis loin de bon modèle. Mais mon objectif, c'est de s'approcher le plus possible vers 0,03. D'accord? Donc, c'est pour cela, on a dans un réseau de neurones, en général, ici, mon réseau de neurones se compose d'un seul neurone. Il y a l'étape de forward pass pour faire la prédiction et le backward pass pour faire la correction. La correction, c'est la mise à jour des poids. La mise à jour des poids, comme nous l'avons déjà montré dans la linear regression ou bien logistic regression, ça se fait par l'algorithme de gradient descent. Et nous l'avons déjà implémenté from scratch. Et je suppose que vous avez le bagage nécessaire pour comprendre c'est-à-dire comprendre de ce que je suis en train de dire. Alors, le forward pass, c'est une sommation, c'est une sigma XIWI. Ça, c'est la première étape. Je suis ici maintenant, dans le in. Ensuite, je vais faire calculer la fonction predict. J'applique la fonction d'activation segmode qui reçoit en paramètre la somme. Et je vais prévoir l'output. D'accord? Alors, donc, la sommation, par la suite, on va montrer qu'elle est égale en fonction des choix effectués de manière aléatoire, des W et des bases. La somme égale à 1,940. Qu'est-ce que je vais appliquer sur ce chiffre-là? La fonction sigmoid. D'accord? Je vais avoir 0,874. Donc, il y a une erreur. Elle est loin de 0,03. Donc, j'ai terminé maintenant le forward pass. Qu'est-ce qu'il faut par la suite? Il faut trouver le W1, la nouvelle version de W1 égale à l'ancienne version de W1 qui est 0,5 moins learning rate, c'est une constante, c'est un hyperparamètre d'apprentissage. Donc, trouver la bonne mise à jour revient à trouver quoi? La variation de l'erreur par rapport à W1 pour mettre à jour W1. Donc, finalement, je dois trouver ça. D'accord? La même chose pour W2, je dois trouver aussi ça. Et la même chose pour le base, je dois trouver aussi ça. Si vous avez constaté, normalement, par la suite, pour généraliser la solution, vous pouvez travailler par vecteur matrice. Et ça, c'est le vecteur W. D'accord? Moins learning rate fois DLOS par rapport à DW. Donc ça, on va le voir dans une étape prochaine qui fait la suite de cette démonstration. Alors, et on va montrer, pour calculer loss par rapport à DW1, nous allons utiliser la technique de chain rule. D'accord? Ou bien les fonctions composées pour calculer une dérivée. On va la voir par la suite. Je vais calculer déjà loss.
D'accord? Donc, l'os égale à ça. Et je peux calculer les différentes mesures dans le reste. On va voir le détail par la suite. D'accord? On va calculer différents détails jusqu'à finalement trouver, d'accord? Trouver la valeur de la mise à jour. Et je vais mettre à jour le poids W1 qui va avoir une nouvelle valeur dans la première itération. Au lieu de 0,5, regardez qu'est-ce que je vais avoir. Je l'ai modifié légèrement. C'est 0,499. Vous voyez, c'est une légère modification. Parce que il est diminué. Maintenant, le W2, je ne sais pas ce qu'il est diminué ou bien. Regardez le W2. Au lieu de 0,2, j'ai 0,197. Le BICE, la même chose. 1,881 au lieu de 1,83. Donc, je suis en train de changer les paramètres. Ça, c'est la première itération. Cette première itération, parce que je suis le bon algorithme, donc certainement, j'ai diminué légèrement l'erreur. Est-ce que j'ai obtenu l'erreur optimale? Pas encore. Il faut faire plusieurs itérations en utilisant les mêmes techniques. Donc, notre objectif se résume à savoir comment effectuer les différents calculs. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif. Alors, maintenant, on revient. Donc, ça, c'est l'objectif vers la fin qu'on va l'atteindre. C'est ça. Mais, juste, j'ai expliqué l'objectif global. Maintenant, je rappelle qu'un percepteur multicouche, c'est ça. D'accord? S'il y a des neurones. Et si je comprends l'architecture d'un seul neurone, je peux comprendre le reste. Donc, il y a des entrées. Il peut être un vecteur, carrément. C'est-à-dire plusieurs xi. Et en sommation, bien la somme pondérée égale base plus le vecteur W fois le vecteur X, ou bien le produit matriciel si vous voulez dire. Et l'activation, c'est une fonction sigmoid, et je vais avoir la prédiction. Ça, c'est pour un neurone. Donc ça, je suppose que c'est le détail de ce neurone-là, c'est le suivant. Maintenant, trouver les bons poids, qui sont weights plus base, plus définir les fonctions d'activation nécessaires, c'est-à-dire, tu vas trouver un réseau de neurones prêt à utiliser. Alors, maintenant, le learning process que nous avons déjà adopté dans un réseau de neurones composé d'un seul neurone. Nous avons suivi, ça c'est l'algorithme, et nous l'avons implémenté from scratch. C'est-à-dire, la première étape, c'est initialisation de poids. La deuxième phase, c'est une boucle de 1 au nombre d'époques. Faire quoi? À chaque fois, je fais la sommation. C'est simple. Ensuite, je fais l'activation. Donc, j'ai la décision. Ou bien, j'ai la sortie de chaque neurone. Et ensuite, je peux comparer. C'est-à-dire, je peux calculer le loss function. Je peux calculer l'erreur. Et en fonction de l'erreur, je peux faire la mise à jour de poids. C'est-à-dire, il faut juste calculer quoi? La dérivée des loss par rapport à dw, qui revient à ce résultat. D'accord? Et dans ce cas-là, on a simplifié, on a utilisé l'erreur quadratique. Donc ça, on l'a déjà fait. En appliquant cet algorithme, d'accord, sur cette entrée-là, on a un exemple et on a un réseau de neurones initial, un neurone initial. C'est-à-dire, j'ai choisi 1,83 pour le BICE, 0,5 pour le W1, 0,2 pour le W2. Ça, c'est un choix aléatoire. Donc, automatiquement, tu as X1, tu as X2, tu as le BICE, tu as W1, tu as W2, tu peux compléter le process. Donc, si jamais dans un devoir, par exemple, demain, je vais vous distribuer des feuilles blanches, je vous donne ce schéma-là, et je vais vous demander de calculer la sortie. C'est simple. Hein? Donc, il faut savoir la calculer. C'est très simple. Donc, il faut faire la sommation, et là, c'est sigmoid ça. Je vais faire ça. Donc, ce que je suis en train de faire ici, regardez. La somme pondérée, c'est cette valeur. C'est W, c'est le BICE fois 1, d'accord, c'est simple, plus 0,5 fois 0,1, plus 0,2 fois 0,3, ça donne ça. Et je vais appliquer sigmoid sur ce nombre-là.
Le sigmoïde de ce nombre, c'est un simple calcul. 1 sur 1 plus exponentielle moins 1,94. Et ça va donner la sortie qui est 0,814. Quelle est l'erreur? C'est ça moins ça. C'est ce qui est prédit moins la réalité. Et la réalité, c'est celle-là. Parce que moi, j'attends cette réalité-là. Et je suis loin de la réalité. D'accord? Alors, le cost function, ça se calcule de cette manière-là. D'accord? Et le cost, normalement, on n'a pas besoin réellement de cost. Parce que j'ai besoin de la dérivée de cost par rapport à WE et par rapport à base. Alors, ça, c'est la première chose. Maintenant, la mise à jour des poids, ça, c'est la dérivée. La dérivée de l'os par rapport à chaque WI. Si vous allez calculer la dérivée, c'est déjà 2 va descendre et je vais éliminer 2 sur 2, donc je vais avoir 1. La dérivée de desired moins predicted, d'accord? Donc, qui est égal à moins, parce que je calcule par rapport à predicted, donc c'est moins 1, d'accord? Fois la même fonction à la puissance de moins 1. C'est que justifie ce résultat-là. Pour plus de détails, nous allons voir ça en détail dans la suite, si vous n'avez pas compris jusqu'à présent. La même chose pour la mise à jour de base. Donc, est-ce que vous êtes capable d'appliquer la première itération pour une première mise à jour? Vous avez toutes les formules nécessaires. Donc, c'est simple, c'est simple, parce que vous avez le nouveau W égale l'ancien W plus desired moins predicted. Le desired, je l'ai. Le predicted, je l'ai calculé dans un forward pass. Fois XI, c'est fois 0,1 pour le cas de X1. Fois learning rate, c'est une constante qu'il faut fixer ici. Learning rate, par exemple, égale à 0,01. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, je fais la mise à jour. C'est-à-dire, j'ai changé légèrement les poids. Au lieu de 1,83 pour le base, j'ai 1,746 et ainsi de suite. Je vais suivre la même logique jusqu'à trouver une valeur en sortie qui est très proche de 0,03. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif. Ça, c'est pour un seul neurone. C'est ça. Mais dans le cas où nous avons plusieurs neurones, ça devient difficile. C'est pour cela les gens ont parlé de ce qu'on appelle backward propagation. D'accord? Forward, backward, c'est bien ça. D'accord. Donc, vous allez créer un algorithme qui va avoir cette sortie-là. Ça, pour un simple neurone, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, je vais parler de backpropagation algorithm. Backpropagation algorithm, donc, supposons que nous avons ça pour le cas simple. Sinon, pour un exemple où nous avons plusieurs neurones, on peut avoir ceci. D'accord? On peut avoir ça. C'est-à-dire, jusqu'à présent, je n'ai pas décidé est-ce que je vais faire un seul neurone ou bien un réseau de neurones avec plusieurs couches. Ça, c'est une première proposition, mais celle-là, c'est un deuxième exemple qui répond ou bien qui essaye de résoudre le même problème. Prévoir une valeur continue. D'accord, par exemple, ça. Alors, maintenant, ici, j'ai fait deux couches. La couche d'entrée, la couche cachée et la couche de sortie. Deux couches, mais j'ai parlé de trois couches parce que input layer, ça, c'est autre chose. D'accord? Alors, maintenant, je parle de l'algorithme. Backpropagation algorithm, c'est un algorithme qui constitue un bloc important d'un multi-layer neural network pour l'apprentissage. Il a été créé dans les années 1986. Donc, si vous avez constaté, c'est ancien un petit peu. Devenu populaire par surtout Hinton, d'accord? Donc, il est toujours normalement vivant. Il est, je sais pas, d'après son algorithme là, il est devenu un très grand nom en termes d'intelligence artificielle. Et je pense qu'il a été recruté en tant que directeur de division d'intelligence artificielle, je ne sais pas, est-ce que dans Google, je ne sais pas. D'accord? Vous pouvez chercher Hinton et vous allez trouver toutes les informations autour. Alors, l'objectif, c'est l'algorithme de backpropagation algorithme. Qu'est-ce qu'il va faire? L'objectif, j'ai des anciens poids. Une fois l'appliqué, je vais avoir des nouveaux poids qui vont optimiser la solution. Si je vais rendre cette boîte noire blanche un petit peu, c'est-à-dire, pour chaque époque, je vais faire un forward pass et un backward pass.
D'accord? Dans le forward pass, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'input, j'ai les entrées, les XI. J'ai le poids, weights. Je fais la somme pondérée, je fais la prédiction, je calcule l'erreur. Ça, c'est forward pass. Input, poids, sommation pondérée, prédiction, erreur. Maintenant, backward pass, c'est essayer de comprendre comment le changement de poids va influencer sur l'erreur. C'est dans le backward pass. C'est-à-dire, je dois trouver la source du problème. La source du problème, est-ce que c'est les XI? Non. C'est les poids choisis. Les fonctions d'activation, je ne parle pas. C'est autre chose. Il faut les fixer d'une bonne manière. Je suppose qu'elles sont bien fixées. Mais maintenant, je parle juste des poids. D'accord? Tout à l'heure, on avait parlé de fonctions d'activation. Maintenant, je parle poids. Alors, les poids, il faut connaître l'erreur. Il faut connaître la prédiction. Parce que je reviens, la même logique. Je connais la somme. Je dois, et je suis retourné vers les poids choisis. D'accord? Les poids qui vont constituer le problème. Donc, c'est un backward pass. Alors, l'algorithme est utilisé pour entraîner efficacement un réseau de neurones à l'aide d'une méthode appelée chain rule. On va voir pourquoi. Après chaque pas, on va voir c'est quoi exactement chain rule. Après chaque passage en avant, à travers un réseau, la rétropropagation effectue un passage en arrière, backward pass, tout en ajustant les paramètres du modèle. Quand on retourne, on fait la mise à jour des poids. Et on retourne vers l'entrée pour réutiliser ces poids mis à jour dans le forward pass. D'accord? Chaque époque. Aller-retour. Donc là, les j'utilise pour prédire. Dans le retour, je mets à jour les poids. Comment un changement, la question, comment un changement de poids va influencer sur l'erreur? Donc, ça c'est ce que nous avons dit, d'accord? Maintenant, je vais détailler un petit peu. Et c'est simple le détail. J'ai les inputs qui sont X1, X2. C'est un exemple d'apprentissage. Weights et bias, jusqu'à présent, ils sont choisis de manière aléatoire. Je peux faire la somme. S égale à bias plus W1 fois X1 plus W2 fois X2. Predicted value égale à F2S. C'est une activation. Donc, regardez. Ces choses-là, combinées avec les poids, vont amener à savoir calculer le S. Parce que je passe de l'entrée jusqu'à la sortie. Connaître S, la passer S à une fonction d'activation va vous permettre d'avoir la valeur prédite. F de S égale à 1 sur 1 plus exponentielle moins 1. C'est une fonction segment. J'ai le predicted. Si j'ai la valeur prédite et j'ai la réalité, je calcule l'erreur. C'est une chaîne. Donc, le forward passé terminé jusqu'à calculer l'erreur. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment modifier les paramètres pour optimiser l'erreur. Alors, on sait que les W et bias déterminent les valeurs de loss. Loss, sa valeur dépend largement de bias et dépend largement des WI choisis. Donc, si on va détailler, on va dire quel est l'effet de W1 sur loss, quel est l'effet de W2 sur loss et quel est l'effet de bias sur loss. Comprendre son effet, c'est-à-dire l'effet. Si je vais les changer d'un epsilon, quelle est son influence sur l'erreur? Et ce epsilon-là de changement, je dois le trouver. Est-ce que je vais ajouter un epsilon ou bien diminuer un epsilon? Ça, vous le connaissez déjà d'après la dérivée ou bien le gradient de dessin, qui a comme objectif de savoir deux choses, l'orientation et le pas, d'accord, qui est multiplié par learning rate, si vous voulez dire.
Donc, connaître les dérivés par rapport de l'os par rapport à W1, la dérivée de l'os par rapport à W2 et la dérivée de l'os par rapport à base, c'est important. Mais le problème, le loss, n'est pas écrit en fonction de W1. Comment vous allez faire pour calculer la dérivée de l'os par rapport à W1. Mais l'os n'est pas écrite en fonction de W1. D'accord? Elle est écrite en fonction de predicted. Et predicted, elle est écrite en fonction de S. Et S, elle est écrite en fonction de X et W1. X, ce sont des exemples d'apprentissage, non pas de liaison avec l'apprentissage. Donc, en utilisant la règle de chain rule, je peux réécrire l'os en fonction de W1 et W2. Et le vice. Donc, connaître l'effet pour la mise à jour des paramètres du modèle. Donc, W1 égale à W1 moins l'honnête fois dérivé de l'os par rapport à W1. La même chose s'applique pour les autres poids, y compris le vice. Et si vous souhaitez généraliser le problème, vous allez utiliser des matrices. Et ça, je pense que nous avons déjà vu un petit exemple. Alors, exprimer l'os en fonction de base W1 et W2. Pourquoi? Pour connaître l'effet de base W1 sur R. Donc, c'est ça notre objectif. Alors, on sait que l'os égale à 1 sur 2 des Z moins prédicté de l'auto au carré. C'est une erreur quadratique que nous avons utilisée jusqu'à maintenant. Et le loss, donc, je vais juste remplacer predicted. Predicted, c'est quoi? C'est le 1 sur 1 plus exponentielle moins. Moins quoi? Moins S. Et le S, c'est W1, vous voyez ça, et ainsi de suite. Je peux calculer le dérivé de l'os par rapport à W1 ici, mais calculer le dérivé, c'est difficile un petit peu. D'accord? Comme le cas ici. Donc, je vais avoir ça, finalement. Calculer le dérivé de l'os par rapport à W1. Donc, je vais calculer la dérivée de cette fonction. C'est un peu difficile, parce qu'il y a des techniques faciles pour calculer la dérivée. Cette technique, normalement, elle s'appelle chain rule. D'accord? Autre alternative, chain rule. Qu'est-ce que ça veut dire, chain rule? C'est très simple. Si vous connaissez... Attendez, il y a quelque chose qui manque ici. J'attends un autre slide. D'accord, c'est pas grave. Je refais juste... D'accord? Alors, il y a le bias W1, W2, X1, il y a la somme, il y a predicted, c'est ça, il y a loss, c'est ça. Donc, ça, vous le connaissez. Loss n'est pas en fonction de W0, W1 et bias, mais on connaît c'est quoi la dérivée. On peut calculer loss par rapport à predicted. Parce que loss, déjà, en fonction de predicted value. On sait calculer predicted en fonction de S. Parce que c'est predicted, c'est en fonction de S. Donc, je peux calculer predicted par rapport à S, la dérivée. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il est simple d'utiliser la dérivée de l'os par rapport à predicted. Donc, c'est une fonction simple, c'est une dérivée simple à calculer. Celle-là aussi, c'est une fonction simple à calculer. C'est une dérivée simple à calculer. Aussi, D de S par rapport à quoi? La dérivée de S par rapport? Par rapport à base, par rapport à W2. Donc, je peux calculer toutes ces mesures-là de manière simple. Donc, connaître, calculer ça d'une manière simple, en utilisant la technique de chain rule, va vous permettre de savoir D2 loss par rapport à base, par rapport à W1. Comment utiliser chain rule pour connaître l'effet de base? Toujours la même question. Chain rule, c'est quoi? Tout simplement, elle peut être appelée aussi théorème de dérivation des fonctions composées, le f rond G, la dérivée, ou bien règle de dérivation en chaîne. Si jamais Gy égale à f de u, et le u plutôt, il est écrit en fonction de x, donc c'est quoi la dérivée de y par rapport à x? Égale à la dérivée de y par rapport à u, et la dérivée de u par rapport à d de x. Si jamais je vais ajouter une autre valeur ici, parce que le y égale à f de u, et le u égale à g de x, si jamais je vais mettre le x égale h de t. D'accord? Le x égale à h de t. Vous voyez, même le x est en fonction de quelque chose. Comment calculer de dy
Par rapport à quoi? Par rapport à t. Égal à quoi? Égal à dy. Non, pas encore. d de i égale à d de y. Parce que le y est égal à f de u. 2 de y sur, ça c'est y, sur d de u, c'est très difficile. Égale plus d de u, fois, très bien, fois d de u par rapport à d de x, fois d de x sur d de t. D'accord? Donc d de u, je termine, d de u sur d de x fois d de x sur 2 de t. C'est ça chain rule. Tout simplement, on peut utiliser la simplification, mais c'est pas dans la réalité. Mais je peux faire, voilà, regardez, d de u, d de u, d de x, d de x. Et ça va vous permettre d'avoir d de y sur 2 de t. On va utiliser cette technique-là pour connaître d de l'os par rapport à dw1 en utilisant la même chose. Alors, pour plus d'informations, visitez le lien ci-dessus. Maintenant, c'est quoi le d de l'os par rapport à dw1? C'est quoi d de l'os par rapport à dw2? C'est quoi d de l'os par rapport à device en utilisant chain rule? Sachant que je connais d de l'os par rapport à ça. Donc, je vais faire tout simplement d de l'os par rapport à d predicted fois d predicted par rapport à d de s fois d de s par rapport à dw1. Vous voyez, donc je vais avoir ces choses-là. D'accord? Parce que je peux les connaître. Et d de l'os, maintenant, par rapport à dw1 égale à d de l'os sur d predicted, parce que je connais sur dw1, fois d predicted par rapport à ds, fois ds par rapport à dw1. Vous avez compris cette transformation. La même chose s'applique pour les autres. Donc maintenant, je vais calculer tranquillement la mise à jour des poids. Parce que je connais la dérivée de l'os par rapport à W1 et la même chose pour W2 et le vice. Alors, on sait que le S égale, d'accord, ça on le sait déjà, W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus le vice. Maintenant, on a besoin de calculer la dérivée de S par rapport à W1. Regardez, la dérivée de S, on va commencer par celui-là qui est en bleu. Les couleurs pour moi sont importantes. Vous voyez ici, j'utilise les couleurs pour simplifier. Donc la dérivée de S, la couleur, c'est pas la dérivée de la couleur, la dérivée de S par rapport à W1 égale à quoi? Égale à X1. Parce que la variable c'est quoi ici? C'est W1. D'accord? Alors ça, c'est une constante, sa dérivée c'est 0. Celle-là, c'est une autre constante, la dérivée c'est 0. Et la dérivée de cette partie-là par rapport à W1, c'est X1. Plus 0, donc ça donne X1. La même chose pour la dérivée de S par rapport à W2 et la même chose de la dérivée S par rapport au vice, qui donne 1, parce qu'il ne dépend d'aucun autre paramètre. Donc, égal à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste de calculer la dérivée de predicted par rapport à S, parce que predicted dépend de S. C'est une dérivation de cette fonction-là. Tout calcul fait, vous allez trouver cette valeur. La dérivée de predicted par rapport à S. Égale à 1 sur 1 plus exponentielle moins 1. C'est quoi ça? Déjà, ça, c'est quoi? C'est predicted. Fois 1 moins 1 sur 1 plus exponentielle moins S. Elle représente quoi exactement ça? C'est predicted. C'est pour cela, vous allez trouver que la dérivée de predicted par rapport à S égale à predicted fois 1 moins predicted. Donc, c'est très simple. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à calculer la dérivée de l'os par rapport à predicted. C'est une fonction A, quelque chose au carré, donc vous allez calculer la dérivée très simplement en faisant
La 2, il va descendre, donc je vais avoir 2 sur 2 déjà, donc je vais avoir un facteur multiplicatif qui est 1, donc je vais l'ignorer. Et ensuite, je vais avoir desired moins predicted prime, donc je vais avoir moins 1 fois desired moins predicted. Donc je vais avoir moins 1 desired moins predicted. Autrement dit, c'est predicted moins desired. D'accord? Alors, ensuite, maintenant, on passe à l'implémentation. On va commencer par implémenter la fonction segmode et sa dérivée. D'accord? La fonction segmode, vous connaissez que c'est ça. Et aussi, segmode dérivatif, c'est ça. X, c'est ça. Comment? La dérivative ou bien dans ici? Non, si je reçois X, c'est predicted pour moi X. C'est predicted. Parce que je... Non, mais je vais lui transmettre une valeur. Implémente-moi cette valeur. Au lieu de predicted, j'ai utilisé X. Non, il ne faut pas voir X ici en tant qu'entrée, mais il faut l'avoir en tant que paramètre d'une fonction. Tu vois? Donc, je peux faire des segments dérivatifs predicted. D'accord? Mais ça, c'est un paramètre. Tu peux faire int A, int B, int X, c'est la même chose. Je ne sais pas, est-ce qu'on parle le même langage? Parce que là, oui. C'est la fonction segment. Oui. Mais dans le dérivatif, moi, j'ai besoin de quoi? Une fonction à implémenter, je vais lui transmettre une valeur et elle va me retourner cette valeur fois 1 moins la valeur. Cette valeur, je l'ai nommée X. Je peux la nommer B, Y, Z. Et si je l'ai nommée X, il ne faut pas faire la confusion avec X qui est en entrée. Est-ce que tu as compris? Ça ne me dérange pas de faire ceci. Non, c'est pas ça. Attends, donc predicted fois 1 moins predicted. return predicted fois 1 moins predicted. هذا الشيء اللي كتبوه هو هذاك. واخا من بعد قول لي بغيتي دابا. predicted هي غنديروها هكاك. يعني لي سامبلومون. حنا كتبناها دابا هذه راه غير امبليمونطاسيون. Oui, je l'ai dit. Ah, il y a d'abord, mais ça pose pas de problème d'abord. Mais c'est la même implémentation. Oui, ça pose pas de problème d'abord? Non, parce que. والله يهديكم اصبروا جو parle de l'implémentation. سميها اس ولا واش نتوما ما نقولش البروغراماسيون. نسميها اس غنسميوها سي دي اس. راه هذا غير سي ان بارامتر اصاحبي سميوها واخا بحال هكاك. Alors c'est l'implémentation. Une fonction reçoit un vecteur سميه S, سميه X, سميه Z. نسميوه Z. أصلا غتلقى vous allez trouver dans la littérature beaucoup de gens une fois utilisé segment ils utilisent Z. Moi je vais utiliser moi. واخا. Ça va rien changer. Oui. Oui. Très bien. Donc voilà, j'ai parlé de juste comment implémenter, c'est une première étape. Maintenant, toujours on garde le même algorithme. Initialiser les poids, initialiser le learning rate, faire la sommation, faire l'activation sur le F2S, calculer l'erreur. Ici, on a utilisé l'erreur quadratique. Parce que c'est un problème, je n'ai pas parlé de la nature du problème. Moi, je souhaite prévoir 0,03. C'est-à-dire, peut-être je suis en train de faire la régression. Donc, le choix de l'erreur quadratique, pour moi, ça ne me dérange pas. Ensuite, il faut faire la mise à jour. Maintenant, le résumé de l'algorithme, c'est de n à le nombre d'époques, forward pass, backward pass. D'accord? Forward pass, voilà, vous devez maîtriser. C'est somme
activation, erreur. Backward pass, erreur, prédiction, sommation, poids et input. C'est simple. Et pour chaque époque, j'applique les deux choses. Maintenant, on va faire un exemple d'application numérique. Parce qu'on connaît les formules. Donc, on va faire un exemple d'application numérique. On va suivre la logique suivante. On va initialiser les poids de manière aléatoire. Et on va mettre à jour les poids en appliquant backpropagation algorithm. Et on va tourner l'algorithme en 2 itérations. C'est-à-dire, supposons que vous êtes face à un examen et je vous donne là, ce schéma. Et les questions sont, tu es devant la machine, Python, tu peux calculer rapidement et tout. Juste, il faut savoir implémenter la fonction segment, sa dérivée. Tu as un document open. Donc, tu dois connaître pour pouvoir faire rapidement. On continue. Voilà. Alors, le forward pass, il y a la somme qui est égale à WAZ. Parce que j'ai une application numérique à faire. J'ai les inputs, j'ai la sortie attendue, je vais initialiser les poids de manière aléatoire, donc je peux faire le forward pass. Et la même chose pour le backward pass. Donc, en général, j'ai ces formules-là. Maintenant, voilà les formules que j'ai. D'accord? Maintenant, vous comprenez qu'est-ce que j'ai. Presque, je suis revenu vers le premier schéma énoncé dans le cours. Vous connaissez toutes les parties, j'imagine. Maintenant, je passe à l'application numérique. C'est-à-dire, je vais utiliser linear rate 0,01, le poids, le base égale à 1,83, le WA égale à 0,5, le W2 égale à 0,2. Le SAM égale à quoi? SAM, forward pass. SAM, c'est simple à calculer. Voilà sa valeur. D'accord? C'est-à-dire que tu vas remplir dans la feuille, dans l'examen, par exemple, exercice 1. C'est à la portée, exercice 1, c'est très simple. Les questions, sûr, ياك. Très bien. ما ديرش ليا الخطر، انا نقول لي جيسكا maintenant يهضر معايا sans problème, ياك. Ça, très bien. Monsieur, je suis très content. Predicted output égale à segment, la somme. Donc, je pense que vous êtes capable d'implémenter une fonction segment. Donc, tu vas faire, soit tu as une calculatrice, d'accord, ou bien tu vas l'implémenter Python de ligne return, tu vas la calculer. Tu vas la calculer et la mettre sur la feuille. Moi, je vais comparer les résultats. C'est simple à corriger. Tu peux calculer l'os parce que tu as la réalité. Le problème se trouve où? Le problème, si jamais quelqu'un ne connaît pas la réalité et la prédiction, c'est ça le problème. C'est un grand problème. D'accord? Donc, je suis capable de calculer l'os. Ensuite, maintenant, j'ai terminé le forward pass. Il reste le backward pass. Je suis capable de calculer des loss par rapport à predicted. Pourquoi? Parce que des loss par rapport à predicted égale à predicted moins desired. Desired, c'est ça. Predicted, c'est ça que je viens de calculer ici. Donc, je vais avoir ça, qui est égal à cette valeur. Je peux aussi calculer la dérivée de predicted par rapport à S qui est f de S fois 1 moins f de S. Le f de S, c'est déjà ça. C'est déjà ça. D'accord? Et je vais avoir le résultat 0,11. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Je vais passer où? Parce que l'objectif, c'est de calculer des loss par rapport à DW1 pour pouvoir le multiplier par le run rate pour avoir une première mise à jour. Donc, cette valeur va venir vers la fin. Je ne peux pas calculer W1 sans calculer des loss par rapport à W1. Et je ne peux pas calculer des loss par rapport à W1 sans calculer des loss par rapport à des predicted qui est déjà calculé, sans calculer des predicted par rapport à S qui est déjà calculé, et sans calculer la dérivée de S par rapport à W1 que je vais la calculer qui est égale à X1. La dérivée de S par rapport à W1 qui est égale à X1 égale à combien? 0,1. D'accord? La dérivée de S par rapport à W2 qui est égale à X2 égale à combien? 0,2. D'accord? 0,2.
Ah oui, 0,3, pardon. Égal à x2. 0,3. On a fait un qui est là-bas, c'est 0,3. Le bas est égal à. Le bas est déjà égal à. Donc tu peux calculer ici. Voilà, tu peux calculer avec, tu peux calculer avec, tu peux calculer avec, tu peux calculer avec. Oui. Donc, est-ce que maintenant je vais calculer la nouvelle valeur de W1. D'accord? Voilà. Voilà. Et voilà. Ça, c'est une première itération qui fait le forward pass et le backward pass. D'accord? Donc, c'est bien. C'est ça, normalement, le backpropagation algorithm. Là, la deuxième itération, parce que je suis dans la deuxième itération, c'est la même chose. Et ainsi de suite. D'accord? Je prends la même logique. Mais finalement, parce qu'on a utilisé des choses qui sont simples, j'imagine que vous êtes capable de faire l'implémentation de ça. L'algorithme, il est là. Vous pouvez l'implémenter. Et vous allez l'implémenter et le comparer avec les résultats obtenus suivants. C'est-à-dire, dans l'époque numéro 10 000, voilà ce que vous allez avoir. Regardez. L'objectif, c'était quoi? De prévoir combien? 0,03, si vous vous rappelez bien. L'objectif, c'est de prévoir 0,03. Après 10 000 itérations, j'ai prévu quoi? 0,03, 6, 8 et ainsi de suite. Donc, c'est presque. Ouais, la fin de la période. Donc, j'espère que vous avez compris. Ouais.